Oui, parce que la piqûre de rappel a été quand même assez directe et ferme il y a quelques jours maintenant à Jackson Hole de la part de Jérôme Powell, mais également de certains banquiers centraux européens. On a en tête notamment le discours de la membre allemande du directoire de la BCE, Isabelle Schnabel, qui a marqué les esprits également à une semaine de la prochaine réunion de la BCE. Kevin Tauzet est à nos côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Vivra. Oui, pourquoi est-ce que la piqûre de rappel de Jérôme Powell, comme je le dis, en 8 minutes 30 était nécessaire à ce moment-là, après le rallye estival et la détente des conditions financières qu'on a pu observer au cours de l'été qu'on vient de décrire. Et puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui justement de la manière dont les banques centrales gèrent le risque inflationniste versus le risque récessif? Alors, pourquoi est-ce qu'on a une piqûre de rappel de la part de M. Powell? Parce que M. Powell, il doit avoir les mots de M. Volcker s'il ne veut pas mettre en place les actes de M. Volcker au cours des trimestres à venir. Et donc, il a martelé, on va dire de façon assez brève, mais assez directe, que, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une forme de pivot, une forme de volte-face de la politique monétaire que le marché attendait sur le premier trimestre de 2023. Et donc, à quoi il nous prépare, c'est qu'on devrait avoir des taux de dépôt aux États-Unis autour de 4% sur l'ensemble de l'année 2023. Par les taux directeurs de la Banque centrale américaine. C'est ça. Et ça, on va arriver sur une forme de plateau parce qu'il va falloir un peu de temps pour que cette inflation soit davantage sous contrôle. Alors, on l'a dit, le narratif de marché, il était très focalisé sur le pic d'inflation. Ouais. On a des chiffres d'inflation dans 15 jours. Il sera moins élevé que ce qu'il était au mois de juin. Enfin, il est quand même attendu autour de 8%. Donc, ça fait quand même des chiffres qui restent relativement élevés. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il n'a pas dit et qui, il me semble, quand même sont assez lourdes de sens. Pas vraiment un mot pour le marché immobilier, pas vraiment un mot pour l'incidence de cette, de cette hausse de taux américaine sur l'Europe, sur les pays émergents. Très peu de détails aussi sur qu'est-ce qui pourra l'amener à justement faire un volte-face. Et ça, les chiffres de l'emploi, est-ce qu'on est sur 250 000 chiffres de création d'emplois? Est-ce qu'il faut que l'inflation cœur américaine soit en dessous de 3% pendant combien de temps? Donc là, on reste sur une réserve fédérale qui est très dépendante des données économiques. Higher for longer, disent les anglo-saxons. Donc le taux terminal ne changera peut-être pas par rapport à ce qu'on anticipe aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être un débat qui n'est pas terminé. Si on n'a pas de surprise, sur le front de l'inflation. Voilà, avec les données dont on dispose aujourd'hui. Mais ce taux autour de 4%, on va le maintenir pendant plus longtemps que ce qu'on imaginait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement oublier le scénario soft landing? C'était un scénario qui impliquait quand même un pivot dovish de la Fed. Alors pivot dovish, ça ne veut pas dire on arrête de monter les taux, mais ça veut dire on le fait avec un peu plus de parcimonie, un peu moins d'intensité et de dureté. Est-ce qu'à ce stade, c'est un scénario qui n'est plus probable aujourd'hui? On va dire relativement faiblement probable. Là encore, l'atterrissage en douceur d'une économie, c'est extrêmement souhaitable. On sait tous que c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et il me semble que j'imagine qu'on y reviendra pour parler un petit peu de ce qu'a dit la Banque centrale européenne. Ouais. Il me semble que globalement, les banquiers centraux, ils sont assez clairs sur le fait que pour eux, l'inflation, ça pose un risque bien plus important pour leurs économies respectives que la récession. Et donc c'est bien ce phénomène-là qu'il s'attachent de combattre aujourd'hui. Ce qui inquiète dans le phénomène inflationniste aux États-Unis, c'est notamment l'hypertension du marché du travail, qui génère de l'inflation salariale et donc un risque inflationniste qui s'ancrerait dans la durée. C'est impérativement ce qu'il faut éviter du point de vue d'une banque centrale comme la Fed aujourd'hui. Là aussi, il est revenu avec une caractérisation du marché du travail qui n'est pas bonne. C'est particulièrement fort, particulièrement trop fort. Et les derniers chiffres montrent encore une dynamique du marché du travail, alors même que des indicateurs d'activité avancés aux États-Unis sont plutôt en train de pointer vers le nord. Des enquêtes, ISM ou autres, nous montrent qu'il y a quand même le début d'un ralentissement de l'activité économique et des perspectives d'embauche aux États-Unis, qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui dans les chiffres durs qui sont publiés. Oui, c'est-à-dire que là aussi, quand on regarde les publications d'inflation telles qu'on les a en zone euro aujourd'hui, comme vous le soulignez, on regarde ce qui s'est passé en arrière. C'est vrai que si on regarde ce à quoi on peut s'attendre, et notamment aux États-Unis, c'est qu'on a un marché du travail qui est particulièrement tendu. Alors, un
marché du travail qui est pas bon, qui est trop bon ou qui est Oui, très oui, bon. oui, non, mais oui, évidemment, voilà, il faut se mettre dans ce logiciel. On a des salaires aux États-Unis qui sont sur une tendance, on va dire, de croissance annuelle autour de 6-7%. Et là aussi, si on regarde ce qui est anticipé en termes de trajectoire d'inflation, eh bien, c'est qu'on va bien avoir une inflation qui ralentit aux États-Unis. Et donc, ce qui est attendu, on va dire, pour la fin de l'année, on aime bien se projeter sur les années calendaires collectivement, c'est qu'on aura une inflation salariale autour de 7%. Une inflation générale autour de 6%, et ça veut dire des salaires réels qui sont positifs, et donc ça soutient la consommation. Et d'ailleurs, on l'a vu sur des chiffres de la consommation, qui soient macro sur les ventes au détail, mais aussi dans les résultats des entreprises. On pense notamment à des entreprises comme Walmart, Home Depot par exemple, qui ont plutôt eu des bons résultats. Et donc ça souligne bien le fait que la récession aux États-Unis, elle est sans doute pas pour tout de suite, sans doute sur la deuxième partie de l'année 2023. Et ça justifie d'avoir, on va dire, une politique monétaire qui reste, on va dire, relativement dure pendant une durée relativement longue. Est-ce que la situation de la zone euro est en train de rattraper ou de coller à ce qu'on a vu il y a quelques mois en arrière aux États-Unis, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, l'option d'une hausse de taux de 75 points de base. Enfin, je veux dire, il y a encore 6 mois, certains imaginaient que la BCE ne remonterait jamais ses taux, et certainement pas de 75 points de base, ce qui n'était pas un chemin naturel pour une banque comme la Banque Centrale Européenne. Là, c'est la discussion qui va avoir lieu la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais quand même, ça me semble être important de le souligner. On a vu d'ailleurs à Jackson Hole, la Banque Centrale Européenne, on va dire, griller la priorité au discours de M. Powell. Oui. Et on a eu des fuites chez Reuters sur l'éventualité justement d'une hausse de 75 points de base, et ça, une demi-heure avant le discours de Jérôme Powell. Et ce n'est pas Philippe Lane ou Fabio Panetta qui ont été envoyés par la Banque Centrale Européenne pour porter la parole, c'est Isabelle Schnabel. Et donc ça aussi, il me semble que le contraste est assez intéressant. C'est qu'on a une forme de miroir par rapport à l'époque Draghi. Alors, sur, on va dire, les tactiques utilisées, là aussi, quand M. Draghi était président de la Banque Centrale Européenne, on avait ces fuites, mais qui allaient plutôt dans le sens, on va dire, de biais plutôt accommodants. Et là, on a clairement le phénomène inverse. Et donc, on va dire, une politique monétaire européenne qui est sans doute moins claire que ce qui se passe aux États-Unis, mais néanmoins, on va dire le chemin que la Banque Centrale Européenne devrait suivre, c'est vers des remontées de taux d'intérêt. C'est ça. Et si c'est le miroir de la période Draghi, parce que tout le monde, on a enterré l'ère Draghi, ça y est, je crois que c'est clair maintenant. L'ère Draghi, c'était de maintenir la position de politique monétaire la plus accommodante possible en fonction du monde dans lequel on vivait. Là, à l'inverse, ça va être... L'objectif de la BCE va être de maintenir la position, alors restrictive n'est pas le bon mot, mais la position de politique monétaire la plus dure possible au regard de ce qui est possible de faire. Et donc la charge de la preuve, elle est plutôt de ce côté-là. Alors ça pose un problème, parce que notamment, on en a parlé, l'inflation, l'emploi, là aussi c'est plutôt des indicateurs qui regardent dans le rétroviseur et pas qui sont, on va dire, des indicateurs avancés de ce qui va se passer. Mais dans les deux cas, une récession qui arrivera un jour en Europe ou aux États-Unis n'arrêterait pas à ce stade les banques centrales dans le chemin du resserrement. Ça dépend d'où vient la récession. La récession, elle viendra sans doute en Europe avant d'arriver aux États-Unis. Sur les taux européens, là aussi, ce qui est anticipé, c'est que les taux européens ils soient à peu près à 2% d'ici un an. Donc, et ça, ils vont vraisemblablement devoir délivrer parce que là aussi, l'inflation européenne, l'inflation cœur, super cœur, elle est entre 4 et 5%. Et donc, il faut agir. Il y a une dynamique extrêmement baissière sur l'euro par rapport au dollar aussi. Et une baisse de l'euro, ça vient se mettre en face de ces hausses de taux. Donc il faut agir à ce sujet-là. Et puis on a un contexte d'inflation qui est aussi très lié à ce qui se passe sur le front des matières premières. La réponse qui est apportée, c'est essentiellement une réponse budgétaire, qui elle aussi vient plutôt, on va dire, nourrir l'inflation. Il n'y a pas vraiment des incohérences peser sur la demande, et donc ça veut dire une politique monétaire qui devrait, on va dire, maintenir ce cap-là. Bon, en termes de stratégie, dans le flagship Carmignac Patrimoine, quel est le positionnement et la stratégie qui vous semble appropriée là en cette rentrée alors c'est plutôt, on va dire, un biais relativement prudent. On l'a dit, des banques centrales, on a parlé de ce qui se passe aux États-Unis en zone euro, mais c'est le cas dans une grande partie des économies mondiales. Elles sont là pour venir peser sur la demande.
à ce titre-là, être, on va dire, très largement exposé au marché d'actions, c'est un peu se mettre en face de ces banques centrales-là. En général, c'est pas la meilleure idée qui soit. Hein. On dit don't fight the Fed, mais bon, ça marche aussi sur les investissements actions. Donc plutôt une prudence relative en termes d'exposition au marché d'actions. Dans Carmignac Patrimoine, on est autour de 10%. Et puis sous la surface, on privilégie plutôt, on va dire, des secteurs, des entreprises résilientes. Bon, la santé, je pense qu'on c'est assez, pour des raisons assez évidentes. Sur le secteur technologique, on préfère les logiciels à des grands groupes dont les revenus sont plutôt liés à la publicité parce que ça, c'est plus tributaire de la conjoncture économique. Dans la consommation, plutôt la consommation de base ou des entreprises qui opèrent dans des segments de marché qui sont, on va dire, moins concurrencés par le commerce en ligne et moins concurrencés par les marques de distributeurs. Donc, le luxe, on peut en faire partie, les lunetiers, le café, tout ce qui est lié à l'alimentation, au bien-être des animaux aussi, des choses comme ça. Oui, moins cyclique, moins soumis au chaos de la conjoncture mondiale. Juste rapidement pour finir, parce qu'avant le risque action, qui est le risque ultime souvent sur l'échelle des risques, il y a la partie crédit. Est-ce que là, c'est un univers qui vous intéresse toujours, Kevin ? Bien sûr, alors, toujours. Alors là, qu'on met en place, c'est ce qu'on pourrait qualifier des stratégies de valeur relative. Hein. C'est-à-dire que là, quand on va investir sur certains émetteurs, certains segments du marché du crédit, on a des niveaux de rendement qui sont quand même particulièrement attractifs, qui intègrent quand même là aussi une forme de pessimisme très très fort. Hein. C'est-à-dire que la remontée des taux d'intérêt, oui, ça fait remonter les primes de risque de crédit. C'est quand même relativement bien identifié par le marché. Le risque de remonter des taux de défaut, il est bien là aussi. Il est quand même, il me semble, de plus en plus intégré par les marchés. Et donc, on est rémunéré sur ces instruments-là. Après, quand on gère des fonds multi-actifs, on sait que nos porteurs, ils sont aussi très sensibles au mark-to-market, aux évolutions de prix tous les jours. Et donc, c'est des investissements qu'on est amené à couvrir avec des couvertures sur indices. Ça coûte cher. Ces marchés-là, ils intègrent, on va dire, quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais si on devait avoir un stress de liquidité, ils peuvent remonter très très fort. Overshooter bien sûr. Sur ces marchés. Et dans le même temps, c'est compliqué d'imaginer ces primes de crédit rebaisser très fortement parce que il y a toujours beaucoup de questions sur on va dire le prix de l'énergie, et ça fait mal, hein, le prix de l'énergie, et puis aussi sur la demande avec ce risque de récession qui remonte. Bon, on navigue pas à toute voile dehors, on navigue avec prudence en ce moment sur les marchés. Je crois qu'il y a vraiment une convergence entre vos deux discours chez Edram et chez Carmignac. Kevin Tozek est avec nous, Carmignac, et Delphine Arnaud, je le rappelle, Edmond Rothschild Asset Management.